Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. Alors aujourd'hui, on va faire un point global sur le fret maritime et aérien. Vous le savez, on essaye de faire des points les plus réguliers possibles puisque l'actualité est extrêmement dense en ce moment, même si pour une fois, l'Europe est un peu en dehors de l'actualité du fret international. Donc aujourd'hui, on va parler de la situation au Moyen-Orient. On va parler des douanes, évidemment, aux États-Unis, mais on va surtout parler des conséquences de tout ça quand même sur les trades principaux pour les chargeurs français, donc l'import Asie et l'export US en maritime et en aérien. Pour nous éclairer aujourd'hui, on a avec nous Romain Jutan, que vous connaissez probablement, qui est responsable achat et spécialiste de l'aérien chez Oversea. Et de mon côté, je m'appelle Héloïse Roux, je suis responsable des achats maritimes chez Oversea. Et donc, on va démarrer dans quelques instants, peut-être attendre quand même que les derniers participants nous rejoignent. En attendant, j'en profite pour vous présenter rapidement Oversea, si jamais vous ne connaissez pas encore. Donc, Oversea, on est un commissionnaire de transport digital. On exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On accompagne aujourd'hui plus de 700 chargeurs dans le monde, dans des industries extrêmement variées. Vous avez donc quelques exemples de clients qui s'affichent à l'écran. On est présent donc dans 4 pays. Et on accompagne nos clients sur leur flux import et export partout dans le monde. Voilà, écoutez, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et qui participent à notre webinaire aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, pour le plan du jour, on va commencer par parler de l'actualité un peu générale du fret international, avec quand même un focus sur le point chaud qu'on identifie actuellement, qui est donc la crise actuelle au Moyen-Orient. Dans un deuxième temps, Romain fera un focus sur l'aérien et principalement sur les 2 routes principales, donc l'import Asie et l'export US. Et on terminera comme d'habitude par un focus sur le maritime FCL, en se concentrant aussi sur les 2 mêmes routes principales, import Asie, export US. Voilà, dernière information avant de se lancer, on vous invite vraiment à nous poser vos questions. Vous avez un onglet en bas à droite qui est prévu à cet effet. On garde toujours entre 10 minutes et un quart d'heure à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Voilà, l'idée c'est que ce soit aussi le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà, on va donc commencer, ou du moins on peut continuer l'introduction par un petit point sur l'actualité et notamment sur la situation au Moyen-Orient. C'est quand même important de préciser que cette crise, elle influe aujourd'hui pas directement les trades principaux pour les chargeurs européens, mais c'est vraiment un point majeur en ce qui concerne le fret international. Ça peut avoir des conséquences, ça pourrait avoir des conséquences, donc ça nous semble quand même assez important d'en parler. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, on a Israël qui a débuté une série de frappes sur l'Iran dans la nuit du 12 au 13 juin, donc il y a à peu près une quinzaine de jours, qui ciblait les hauts responsables du régime et surtout les sites nucléaires. L'Iran a répliqué par des envois de missiles vers Israël, enfin Tel Aviv et d'autres villes d'Israël. Et il y a eu donc des séries de bombardements sur les deux territoires. C'est des événements qui s'inscrivent bien sûr dans la suite du conflit qui oppose les différents pays de cette région depuis plus d'un an et demi maintenant, voire même un peu plus. L'objectif clairement annoncé par Israël, c'était donc d'anéantir les capacités nucléaires de l'Iran. Aujourd'hui, donc 12 jours plus tard, on est dans une situation de cessez-le-feu qui est un peu organisée sous l'égide des États-Unis. Ce cessez-le-feu, il met a priori fin à ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours. Cependant, le cessez-le-feu actuel semble encore très très fragile. Il a été violé à peine quelques heures après son annonce. Les 2 pays font état d'une victoire, ce qui est quand même un peu surprenant dans le cas d'un conflit. Et aujourd'hui, le bilan final sur le nucléaire iranien, il est encore à déterminer. Donc, le bilan est quand même assez incertain pour le moment et le cessez-le-feu est quand même assez fragile, quoi. Donc, côté fret international, la plus grosse menace qui pèse, c'est celle de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite donc, on va dire 20% ou un cinquième voilà, de la production mondiale de pétrole et de GNL. Donc ça serait un vrai séisme pour les transporteurs d'hydrocarbures. Il faut savoir que la fermeture de ce détroit, c'est une menace qui est brandie par l'Iran, mais les experts, c'est pas moi qui le dis, hein, vraiment, on lit partout que la fermeture de ce détroit, sur une longue durée, en tout cas, serait un véritable suicide économique pour le pays, et donc c'est quand même assez peu probable, quoi. Mais on a quand même observé une flambée des primes d'assurance pour les transporteurs d'hydrocarbures notamment, donc ça commence déjà à avoir des conséquences sur le fret international. Sur le transport conteneurisé, les conséquences sont pour le moment moins visibles et moins importantes, moins directes en tout cas, surtout pour les chargeurs européens. Il faut quand même noter que certains armateurs, notamment Maersk, n'escalent plus à Haïfa, mais escalent toujours à Ashdod, donc l'autre port principal israélien.
Xeneta donc, a noté également une flambée des prix sur l'axe Asie-Moyen-Orient. Donc voilà, un axe qui touche assez peu les chargeurs européens, mais qui pourrait avoir des conséquences voilà, plus tard. Et si la fermeture du détroit d'Ormuz se concrétise, encore une fois, je rappelle que c'est peu probable selon les experts, mais le port de Djebel Ali à Dubaï ne serait plus accessible. Et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes, puisque c'est un gros port de transbordement sur l'axe Asie-Europe, et c'est aussi un gros port d'import, tout simplement, dans la zone. Donc ça aurait à coup sûr un vrai impact sur le transport conteneurisé. Pour l'instant, c'est un impact qui n'est pas concret et qui n'est pas attendu à très court terme. Situation, cela dit, à surveiller de très près. Donc voilà pour ce qui est du maritime. Romain, je te laisse la parole sur les conséquences, on va dire, potentielles sur l'aérien, puis ensuite tu pourras peut-être enchaîner sur la partie aérien, tout simplement, Europe, quoi. Oui, totalement. Donc, pour ce qui est du fret aérien, déjà bonjour à tous. Pour ce qui est du fret aérien, eh bien, l'impact a été, disons, modéré, hein. On a vu, bien sûr, des interdictions de survol, notamment dans les principaux pays du Middle East, mais globalement, il n'y a rien eu de très concret sur les taux de fret, hein. On voit qu'il y a eu des interdictions de survol, notamment de la part des grosses compagnies, que ce soit Qatar, Emirates, qui ont été obligés de rerouter certains vols. Mais globalement, la situation à l'heure actuelle est tenue et il ne semble pas forcément avoir de conséquences sur le taux de fret. La crainte qu'il y avait aussi était sur notamment le prix du fuel, du carburant, qui n'a globalement pas explosé comme certains s'y attendaient. Ça a été notamment aussi maintenu via la pression exercée par Trump sur les pays exportateurs de pétrole. Donc globalement, je dirais statu quo par rapport à une situation normale, même si voilà, on attend encore d'observer l'évolution de la situation et notamment la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz, même si elle est très improbable. Si ça venait à se produire, on aurait dans ce cas-là un potentiel report sur le fret aérien. Je vais maintenant enchaîner sur la partie vraiment analyse du marché aérien sur les deux trades principaux, donc l'export US dans un premier temps et l'import Asie, qui ont connu un peu des trajectoires différentes au cours de ces derniers mois. Donc concernant l'export US, on a vu vraiment un effet Trump au début du mois d'avril, mais qui était globalement peu visible à plus long terme. En fait, on a vu vraiment un rush cargo, notamment sur les grands aéroports européens. Je pense à CDG qui a été complètement congestionné du 2 au 7 avril, donc qui correspondait au timing d'annonce des tarifs réciproques de la part de Trump. Mais ensuite, on a vu, à la suite notamment de la trêve tarifaire qui a été décidée jusqu'au 9 juillet, on a vu un marché qui est globalement retourné à la normale avec une saison été lambda comme on les connaît chaque année. Donc, pour rappel, la saison été enfin, le calendrier IATA est divisé en deux saisons, la saison été et la saison hiver. Et cette saison été, en fait, elle permet aux compagnies, notamment passagers, de soit ouvrir de nouvelles lignes ou soit additionner, enfin, mettre de la capacité additionnelle sur des lignes qui sont beaucoup plus prisées par les passagers. Et donc, qui dit plus de vols passagers dit plus d'espace, notamment pour le cargo, et donc des capacités qui sont beaucoup plus facilement accessibles et des taux de fret qui sont bien sûr en baisse. En moyenne, bien sûr, tout dépend du cargo, mais on estime à 30% voilà, la baisse des taux par rapport à la saison hiver. Donc pour info, cette saison été, elle va prendre fin le 30 septembre exactement. Et donc c'est notamment l'occasion, si vous avez du cargo, voilà, d'exporter vers les US. Et on observe également que ce flux-là est plutôt porté par les géants voilà, du luxe, de la pharma, enfin voilà, des produits de très haute valeur ajoutée pour lesquels les tarifs douaniers qui vont potentiellement, on s'attend à un accord aux alentours des 10%, n'auront pas forcément d'impact, ou en tout cas un impact très limité, puisque le coût va directement être reporté sur le consommateur final. Donc, ce type de client continue vraiment à porter le marché à l'export. Du côté notamment de l'import Chine, alors là, c'est une lecture un peu différente en fonction des trades. Voilà,
du côté du trade Chine-Europe, là, on a vraiment une saison qui s'apparentait à celle de 2023. Là où en 2024, on avait vraiment des événements qui sont venus impacter le marché, comme la crise en mer Rouge ou encore, l'effet JO, notamment, du côté de la France. Là, cette année, on a, vraiment, un calme assez relatif, dans le sens où voilà, on observe des taux qui sont, beaucoup plus bas, en moyenne également, 25 à 30 moins élevés qu'à la même période l'année dernière et une capacité qui est plus facilement accessible, notamment, auprès des compagnies passagers, mais également des vols fretteurs. Alors que notamment du côté, voilà de l'import, Chine vers les US, là, c'est une autre lecture. Comme vous le savez sans doute, il y a eu, un impact qui était, voilà assez conséquent, des tarifs douaniers. Donc, il y a eu des évolutions, notamment au cours de ces derniers mois qui ont qui ont été vraiment, assez compliquées à gérer pour les compagnies sur place, qui jouaient un petit peu en fonction des décisions politiques, de Trump. Donc là, actuellement, on en est, à un statu quo de 30 sur, tous les imports venus de Chine et ce qui a fait vraiment mal au fret aérien, cette année, ça a été la levée du de minimis, en tout cas le passage du de minimis de 800 à, 100 donc en fait, qui a globalement impacté tout le volume e-commerce. Il faut savoir que le volume e-commerce, dans le fret aérien, ça représentait, 60 du fret, entre, la Chine et les États-Unis et globalement, la Chine le flux chinois représente 20 du fret aérien mondial et donc depuis qu'on a eu la levée du de minimis, on a vu une chute de 50 des volumes e-commerce donc comme vous vous en doutez, qui a impacté, voilà, significativement que ce soit, voilà, les revenus des compagnies aériennes, que ce soit, voilà, les taux de fret, la capacité et on a vu notamment, quelques reports de capacité, notamment sur des axes, plus demandeurs comme, les axes, Asie, enfin Chine-Europe ou les axes, intra-asiatiques. Mais globalement là, depuis peu, on observe quand même que la tendance générale chez les compagnies, c'est plutôt d'attendre, de voir comment la situation va évoluer et après d'adapter, ses agendas de vol en fonction, voilà des évolutions, géopolitiques. Et du côté de la croissance, du fret, bah, elle est également revue à la baisse, hein. Ces phénomènes, géopolitiques et commerciaux impactent, voilà, significativement le fret aérien, où on voit des perspectives d'évolution qui sont revues, fortement à la baisse par rapport à l'année dernière. Là où, en 2024, on avait une croissance à double chiffre aux alentours de 11 là, on s'attend, à une croissance à moins de 1 selon un récent, rapport IATA paru, fin juin. Donc voilà, après on a potentiellement des perspectives de reprise, qui sont plus réjouissantes. Notamment, le 1er levier pourrait être, voilà une baisse un peu continuelle des prix du carburant, qui sont déjà en moyenne 10 moins chers que l'année dernière. Mais on voit que la tendance est toujours à la baisse et voilà le prix du fioul en aérien, reste quelque chose qui impacte significativement les taux. Et également le deuxième point, on va dire, de positif, enfin qui pourrait impacter positivement le fret aérien serait voilà les potentiels, peak season qui vont survenir, à la fin d'année où là on observe, toujours, des volumes qui sont à la hausse, mais cette année, plus que les autres. Donc voilà, à suivre de près, mais en tout cas, on aura, très certainement, une croissance qui sera bien moindre, que celle de l'année dernière. Et je vais laisser la parole, maintenant à Héloïse, ah non, pour les recommandations, désolé, je vais enchaîner maintenant sur, voilà les recommandations ou ce qu'on vous recommande, de faire, du côté du fret aérien. Si vous avez du coup du cargo, à l'export et bah, comme je disais, en début de présentation, il faut vraiment favoriser, un maximum, l'envoi de marchandises avant la fin de la saison été pour tout simplement bénéficier de taux et de capacités qui sont plus facilement, accessibles. Et si vous avez des marchandises sensibles, notamment je pense aux clients du luxe ou de la pharma, voilà, privilégiez quand même la constitution de vos propres, ULD qui pourra, vous aider à gagner fortement en qualité de service. Et du côté de l'import et là c'est un peu une lecture différente en fonction des flux comme je le disais, mais sur l'import Europe, vraiment essayer, de profiter de ce marché spot, notamment sur la période juillet-août qui va être relativement bas. Sur l'import, Chine-US, c'est un peu plus compliqué, le marché est un peu plus difficile à lire. Donc
faut attendre globalement les évolutions de ces prochaines semaines. Et ensuite, si vous avez de la marchandise assez sensible, là, n'hésitez pas à opter pour des solutions de compagnies un peu plus premium, comme les compagnies du Moyen-Orient ou les compagnies européennes, là où les compagnies chinoises vont vous offrir des taux globalement assez compétitifs, mais un accès à la capacité qui sera un peu réduit. Donc voilà pour nos conseils. Et là, cette fois-ci, je vais laisser Héloïse enchaîner sur le maritime. Ouais, alors pour la partie maritime, déjà merci beaucoup Romain parce qu'en fait toute l'analyse que tu as faite sur l'administration Trump et cetera, ça m'évite de tout répéter parce que ça a exactement des conséquences, enfin les informations sont similaires et ça a aussi des conséquences sur le fret maritime. Donc on va regarder d'abord le transatlantique, donc le trade Europe vers les États-Unis et ensuite l'import-Asie, qui sont, on va dire les 2 plus gros trades, généralement qui intéressent le plus les chargeurs, européens. Pour le transatlantique, donc le trade Europe vers les États-Unis, on est, comme d'habitude, on a connu un assez fort deuxième trimestre avec des volumes plutôt dynamiques. Donc, comme en aérien, le marché il est porté par les secteurs de la pharma et du luxe. Et pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, MSC, qui est vraiment la compagnie maritime qui a la plus grosse capacité sur ce trade, et de loin, je pense qu'ils ont plus de 50% de part de marché, au moins en France. Eux, ils annoncent des taux de remplissage à 90% de leurs navires, et c'est donc c'est vraiment énorme. Mais il faut savoir que sur le transatlantique, le deuxième trimestre, c'est toujours un trimestre qui est extrêmement dynamique. Donc, c'est attendu, c'est normal. Et cette année, ça n'a pas vraiment échappé à la règle, quoi. En parallèle de ce fort dynamisme au niveau des volumes, les services des compagnies maritimes sont toujours très, très dégradés. La raison principale, c'est les différentes congestions qu'il y a dans les ports européens. Alors, il y a des congestions surtout à Anvers et à Rotterdam. C'est lié aux 2 causes principales. C'est lié aux grèves qu'on a connues depuis le début du premier semestre dans ces ports-là. C'est aussi lié aux changements un peu de services qui ont été opérés, notamment par Gemini, avec l'ajout de beaucoup de navettes entre ces ports qui a complètement désorganisé un peu l'organisation de ces ports-là. Donc, il y a énormément de congestion et ça a pour conséquence généralement des retards navires et donc un manque de fiabilité pas que des transits mais aussi des dates de départ. Donc, par exemple, vous avez un départ prévu le 10, finalement, c'est décalé au 12, puis au 13, puis au 15 et c'est avant la dernière minute, c'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on va partir. Il nous semble cependant que la congestion à Anvers et à Rotterdam, elle commence à se résorber. Donc, on espère une amélioration dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais voilà. Et donc forcément, disruption opérationnelle plus hausse des volumes, ça provoque des hausses de tarifs. Et donc, il y a des hausses de FAK qui sont annoncées sur le troisième trimestre. Vu les volumes actuels, les compagnies maritimes en profitent et appliquent des PSS sur le trade transatlantique. Cependant, si on regarde un peu les années précédentes, on peut quand même s'attendre à un marché qui va rester dynamique sur le mois de juillet, mais en potentielle baisse à partir d'août, puisque août, c'est la saison estivale. Il y a beaucoup d'usines en France et en Europe qui ferment. Et même si les usines ne ferment pas, il y a généralement moins d'exports de toute façon depuis l'Europe. À partir de la mi-juillet, il y aura peut-être un peu de reliquat et surtout sur le mois d'août. Donc les peak season qui sont annoncés, peak season surcharge, qui sont annoncés par les compagnies maritimes, elles ont des chances de tenir peut-être début juillet, mais on peut se dire quand même que le marché sera en baisse potentielle à partir de la moitié de l'été. Dans tous les cas, comme le soulignait Romain dans sa partie sur le transatlantique, l'évolution des tarifs et des volumes va quand même aussi dépendre de l'aboutissement des négociations autour des droits de douane entre l'Europe et les États-Unis. Donc pour l'instant, on a l'impression que ce 10%, il va tenir. Si jamais il ne tient pas, là, ça serait quand même une grosse surprise sur le marché et ça pourrait avoir des conséquences un peu inattendues sur les prix du fret et sur les volumes. Donc voilà, actualité à suivre de très près. Normalement, la deadline est fixée au 9 juillet. Sur la partie Asie-Europe maintenant, on est dans la peak season. On a donc un marché qui est en ce moment assez challengeant et qui est relativement complexe à lire. Côté volume, on a observé un rush cargo assez important quand même, un dynamisme en tout cas du cargo depuis environ 2, 3, 4 semaines. Le mois de juin, le mois de juillet se sont remplis très rapidement, mais on constate quand même beaucoup de disparités selon les compagnies maritimes. La compagnie qui est le plus touchée par ce rush cargo, c'est CMA-CGM, qui voit sa capacité complètement saturée pendant tout le mois de juillet. En fait, aujourd'hui, les premiers départs disponibles chez CMA, ils sont début août, alors que les autres alliances, notamment Première Alliance et MSC, ont encore des départs disponibles sur la deuxième quinzaine de juillet si on passe un booking aujourd'hui, peut-être sur la dernière semaine de juillet si on passe un booking actuellement. Donc, on voit quand même une disparité entre les compagnies maritimes. Côté tarif, on a des taux de fret qui ont augmenté début juin avec l'application de GRI. Alors, ça devait être les 5e ou 6e GRI qui étaient annoncés, mais celle-ci, c'est la première GRI qui a tenu.
Donc, les taux ont vraiment bondi, enfin bondi c'est un grand mot, mais ils ont bien augmenté début juin et depuis, ils sont relativement stables avec tout de même des disparités. Donc, vers le Nord-Europe, les taux se sont quand même réajustés un petit peu à la hausse de semaine en semaine et vers la Méditerranée, à l'inverse, ils avaient beaucoup, beaucoup augmenté et là, ils se réajustent un petit peu à la baisse pour finalement un peu converger entre Nord-Europe et Méditerranée. Pour ce qui est des perspectives à court terme déjà, donc entre mi-juillet et mi-août, on pense et on entend quand même que le marché va rester assez dynamique. Selon les compagnies maritimes, les BCO ont d'importants forecasts pour la deuxième quinzaine de juillet. Sachant que les navires sont déjà assez remplis, on peut imaginer qu'il y aura du reliquat sur la première quinzaine d'août. Pour la suite de l'année, c'est quand même plutôt incertain. Si on suit un peu ce qui est censé se passer en général, on est en phase de peak season et là, on pourra s'attendre à une fin de peak season et une diminution progressive des volumes sur août, septembre et octobre. Tout de même se rappeler qu'il y a la fête de la mi-automne en Chine à partir du 6 octobre qui peut créer un pic sur les 2-3 semaines qui précèdent. Et ce que nous, on constate aussi en tant que transitaire, c'est qu'il y a beaucoup de chargeurs français qui attendent énormément des soldes qui se passent en ce moment, ou qui vont commencer là, pour vider les entrepôts. Donc, en fonction de ce qui se passe et des ventes qui sont réalisées pendant les soldes, soit les soldes se passent très bien, il va falloir réapprovisionner massivement pour le Black Friday, soit à l'inverse, les ventes ne sont pas bonnes pendant les soldes, et à ce moment-là, on se dirige vers une fin d'année plutôt morose pour l'économie en général, mais ce qui pourrait être une bonne nouvelle au niveau des taux de fret. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre pour les perspectives. Ce que je voudrais quand même vous rappeler, c'est que le marché est toujours très instable et très volatile. Là, je vous affiche à l'écran l'indice WCI et on voit que les perspectives qu'on donne de manière générale, elles restent quand même extrêmement théoriques. Ces perspectives-là, elles ne tiennent pas compte des éléments de marché qui peuvent survenir. Hein. Et là, ce qui s'affiche à l'écran, ça rappelle que les discussions entre la Chine et les États-Unis au niveau des droits de douane ont provoqué un quadruplement des taux de fret en 2 semaines et une chute tout aussi importante dans les 2 semaines qui ont suivi. Donc ça, c'est vraiment la preuve que le marché du fret est toujours dans une dynamique extrêmement volatile et que tout ce qui est perspective long terme, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et il faut plutôt anticiper une volatilité que être certain de ce qui va se passer. Sur la partie donc recommandation, pour la partie opérationnelle, on est quand même toujours, que ce soit pour l'import Asie ou pour l'export US, en période de peak season. Donc le maître mot, ça reste l'anticipation. Pour l'Asie, en ce moment, il faut commencer à réfléchir, à placer vos bookings pour début août. Encore une fois, ça dépend des compagnies, mais si vous voulez accéder à un service premium comme CMA CGM, il faut aujourd'hui réfléchir à vos imports de début août. Pour l'export US, on préconise également 3 à 4 semaines de préavis, parce qu'il y a quand même des compagnies maritimes qui sont assez pleines. Encore une fois, il y a de la place chez MSC, mais ce n'est pas forcément le meilleur niveau tarifaire. Et si vous voulez partir sur une option plus intéressante au niveau économique, il faut aujourd'hui anticiper août. Cependant, ce qui est quand même important de préciser en ce moment, c'est que on est dans la période de peak season et les volumes sont dynamiques, mais on n'est pas du tout dans la situation de l'année dernière et il ne faut surtout pas dramatiser la situation qui se passe en ce moment. C'est une situation de dynamisme sain pour l'économie, mais ce n'est pas une situation de crise comme on pouvait l'être l'année dernière. Prenez également en compte la congestion dans les ports européens, que ce soit à l'export ou à l'import. Les arrivées ou les départs peuvent être retardés à cause de congestion. Et donc, parlez bien à votre transitaire qui pourra vous trouver des solutions un peu spécifiques pour chacun de vos imports ou exports pour pouvoir éviter les frais de démurrage ou de détention et puis livrer votre entrepôt dans les temps. Côté contractuel, on est en ce moment dans une phase où les taux spot sont assez élevés puisqu'on est dans la peak season. Ils sont donc repassés au-dessus des taux long terme. Les taux spot ne s'emballent pas comme l'année dernière, mais la contractualisation long terme, elle peut être mixée avec du spot ou non, mais ça reste aujourd'hui la meilleure manière de se protéger contre la volatilité du marché. Et aujourd'hui, tous les chargeurs qui ont fait le choix de s'engager sur un contrat long terme, aujourd'hui et depuis un mois et encore probablement pendant quelques semaines, quelques mois, ils vont être très gagnants par rapport à ça. Donc nous, on vous recommande toujours d'envisager la contractualisation long terme. Quand on dit long terme, ça peut être trimestriel ou annuel, c'est pas forcément que de l'annuel, et ça peut être toujours mixé avec une partie de spot pour pouvoir bénéficier du marché spot quand il est au plus bas. Voilà pour nos recommandations et puis je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions. Je vois qu'on a déjà quelques questions qui ont été posées. Juste avant de passer aux questions, je vous rappelle que donc les webinaires, on essaye d'en faire un par mois, même si on aura probablement une petite pause pendant l'été, je ne sais pas encore, mais voilà, pour garder un contact très régulier. Si entre les webinaires, vous souhaitez avoir plus d'informations sur le fret international, on a une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Le Chargeur. Je crois que ça sort tous les mercredis. Donc voilà, vous avez le lien pour vous inscrire au Chargeur et pour garder contact. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez tout à fait nous contacter, Romain et moi,
ou votre interlocuteur overseas pour avoir, voilà, si vous avez une question et si vous avez besoin d'avoir contact avec un transitaire. Voilà, alors je vais commencer par trier les questions comme d'habitude par vote. Alors, j'ai une question qui est vraiment beaucoup plus votée que les autres, une question de Justine. Bonjour, avec la situation, pardon, je réponds en direct. Voilà. Situation géopolitique actuelle, les compagnies maritimes pensent-elles reprendre le canal de Suez? Certaines pensaient repasser par le canal. Alors, il y a eu beaucoup d'infos, d'infox et d'intox des journaux. Et puis même nous, les transitaires, on n'était pas forcément informés de tous ces développements. En gros, pour l'instant, la seule compagnie maritime qui passe ponctuellement par le canal de Suez, c'est CMA CGM. CMA CGM, ils ont 3 services qui passent par le canal de Suez. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom des services, mais en gros, ce sont des services qui touchent soit la EastMed, donc Turquie, etc. Je crois que celui-là s'appelle le Bosphorus Express. Il y a, il me semble, le MEDEX qui doit toucher l'Inde vers la Méditerranée. Et puis un troisième service dont je ne me rappelle plus, mais en tout cas, CMA CGM ont 3 services qui passent par le canal de Suez. Aujourd'hui, ils n'ont pas du tout pour but d'en avoir plus. Ponctuellement, ils font passer un bateau hors de ces 3 services-là par le canal de Suez, mais généralement, ils n'en informent pas les transitaires, les clients, etc. avant, puisqu'ils veulent garder la situation la plus sécuritaire possible. Et il faut savoir que pour chaque passage par le canal de Suez, des bateaux CMA CGM, ils sont systématiquement escortés par une frégate de l'armée française, donc ce n'est pas un passage qui se fait en autonomie. Et donc voilà, ça reste extrêmement ponctuel. Quant aux autres compagnies maritimes, aujourd'hui, elles n'ont pas du tout pour but de refaire passer les navires par le canal de Suez. Donc, la réponse courte à votre question, Justine, c'est non, a priori pas à court terme, et surtout avec évidemment l'escalade qui se passe en ce moment entre l'Iran et Israël. Il est évident que la zone est toujours très très sensible et que voilà, le passage par le canal de Suez, ce ne sera pas à court terme. J'en profite aussi pour dire qu'en ce moment, le cap de Bonne-Espérance est assez agité au niveau de la navigation. Et donc, il peut y avoir des petits retards dans la zone du cap de Bonne-Espérance parce que c'est quand même une zone qui est assez compliquée à naviguer. Et en fonction des tempêtes et des aléas météo, les navires peuvent prendre du retard. Maintenant, il y a tellement de retard dans les ports européens que ce n'est pas le gros du retard, mais disons que ça peut venir s'ajouter en ce moment, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre une question de Flavie. Bonjour, y a-t-il encore des blank sailing prévus sur août? Merci. Alors oui, tout à fait, les compagnies maritimes prévoient encore des blank sailing. Cette fois-ci, ils sont un peu plus compliqués à lire et il y a certains ports qui sont vraiment très mal en point. Je pense notamment au port de Qingdao en Chine. Si vous avez des expéditions à l'import de Qingdao, Ocean Alliance, donc CMA CGM, le supprime 2 semaines d'affilée de ses rotations. Donc il y a effectivement des blank sailing et des omissions d'escale. Ça nous met quand même un petit peu la puce à l'oreille sur le dynamisme des volumes. Certes, les volumes sont dynamiques, mais si les compagnies maritimes estiment qu'il est encore nécessaire de faire des blank sailing, c'est qu'a priori, elles ont encore un peu de marge niveau capacité. Donc oui, il y a toujours des blank sailing, puisque là, les compagnies, on est sur des taux qui semblent être en plateau, à des niveaux, je pense, satisfaisants pour les compagnies maritimes, en ce qui s'agit des taux spot. Et donc, elles vont essayer de maintenir ces taux-là le plus longtemps possible. Et si pour ça, il faut réduire la capacité, elles n'hésiteront pas. Alors, une question de Christopher qui a été beaucoup votée, donc je vais la prendre, mais c'est vrai que je n'ai pas toutes les réponses. Je pense peut-être, Romain, aussi, tu pourras avoir certains éléments de réponse là-dessus. Face à la fermeture de certaines frontières et l'insécurité dans les détroits stratégiques, est-ce que des corridors alternatifs existent déjà ou sont en train d'être développés pour les flux sensibles comme les dispositifs médicaux? Je pense qu'il y aura des choses à dire en aérien. En tout cas, corridors alternatifs en maritime, je n'en ai pas connaissance. En fait, géographiquement, il n'y en a pas beaucoup, à part la route du Nord, mais qui est quand même une catastrophe écologique et qui aujourd'hui n'est pas envisagée par les compagnies maritimes mainstream, on va dire. Ce qui pourrait être comme alternative, c'est le train. Aujourd'hui, le ferroviaire, c'est une solution qui fonctionne à l'import, donc uniquement au départ de la Chine, et je pense que c'est du Vietnam. C'est une route qui passe par la Russie. Il faut savoir que les conteneurs en ferroviaire sont quand même toujours assez onéreux. Donc, c'est sans commune mesure avec le maritime. Disons qu'il faut vraiment prendre ce surcoût-là en considération. Les transit times sont plus intéressants. Mais il y a quand même des petits problèmes de congestion aux frontières européennes, etc. Mais on n'est quand même rien à voir sur les transit times en maritime. Donc, en ferroviaire, le transit time indicatif, c'est 17 jours. Le transit time réel, c'est plutôt entre 25 et 30 jours. Donc, c'est quand même plus intéressant que le maritime. Et voilà, le seul truc, c'est qu'en rail, on ne peut pas faire ni de dangereux. Il y a certains produits liquides qui sont un peu compliqués, etc. Donc, ce n'est pas bon pour tous les produits. Et en l'occurrence, le médical, ça va dépendre un peu de la nature du produit. Mais voilà, ça peut être une première alternative. Ensuite, peut-être Romain pour l'aérien. Oui, totalement. Donc, sur l'aérien, c'est vraiment le mode de transport qui est dédié justement aux solutions, dont médicales, mais pas que. Hein, on peut aussi bien gérer du dangereux que du reefer. Enfin, tout ce qui est vraiment time sensitive, ça passe forcément par l'aérien. Et c'est vrai que
comme je disais un peu plus tôt, la crise en mer Rouge a vraiment favorisé ce report de marchandises un peu sensibles vers l'aérien et il y a des clients, qui sont, justement enfin, qui ont, décidé de mixer un peu, l'aérien et le maritime et de garder une part, de leur chargement, sur des solutions aériennes et Attends, avec ah, pardon, excuse-moi, vas-y, j'avais mon dis-moi. micro allumé et il y a un problème d'écho. J'espère que c'est tout bon D'accord. pour vous. Est-ce que vous avez ouais, Ouais, pardon, non, pas je de pense que souci, je pas peux de y aller, souci. j'ai Non, pas mais eu le je temps. je disais que oui, totalement. En fait, l'aérien, c'est vraiment la solution dans le cadre de grosses disruptions. Bon, là, il semble que la crise en mer Rouge se soit un peu calmée, mais voilà, c'est vraiment la solution à privilégier si vous voulez, un transit time, court